On entame aujourd'hui notre deuxième rencontre de ce qu'on appelle les mercredis de l'économie, bien que l'on soit un jeudi. Vendredi, la rencontre junior entreprise de hier. Alors de toutes les façons, ce cycle des mercredis de l'économie a été entamé le 5 mars avec le thème des réformes structurelles durant la transition démocratique, avec l'intervention de M. Patrick Farage et la participation de M. Semi Moulet. À la rencontre d'aujourd'hui portera sur la question de la transformation de l'économie mondiale. Je vais attendre un tout petit peu que les étudiants s'installent. S'il vous plaît, prenez place. La rencontre d'aujourd'hui portera sur la question des transformations de l'économie mondiale et quelle place pour la Tunisie ou l'économie tunisienne, si vous voulez. Alors, cette conférence sera présentée par le Dr Achraf Ayadi, qui est de formation financier mais aussi économiste, qui travaille dans le secteur financier et aussi analyste dans les médias, spécifiquement les médias de langue arabe. Il faudra peut-être une présentation un peu plus détaillée de ses compétences. La présentation de M. Achraf Ayadi fera l'objet de commentaires de la part de Cyril Dagouya, professeur en sciences économiques, que je connais de longue vie. Alors je souhaite la bienvenue aux étudiants, je souhaite la bienvenue à Achraf Ayadi, Cyril Dagouya, et je tiens à remercier notre unité de recherche en vie derrière l'organisation de ces rencontres-là, et particulièrement M. Aram Benhaj, qui organise pratiquement toutes ces rencontres. Alors je vais donner la parole à Achraf Ayadi pour entamer la présentation du thème de la journée. Monsieur le doyen, monsieur le professeur, chers amis, d'abord, merci beaucoup à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'ENEP pour l'invitation. Je voulais me joindre à vous pour remercier très chaleureusement la ténacité, le suivi et l'extrême minutie de mon cher ami Aram Benhaj. Je veux dire que je ne connais pas Aram depuis très longtemps, mais vous savez, dans la vie, on rencontre des gens et on sent qu'on est sur la même longueur d'onde tout de suite. Et Aram fait partie de ces gens que j'ai rencontrés, avec qui je m'entends très bien. Donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas faire beaucoup d'introduction, je vais tout de suite attaquer en quelque sorte la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de transformation de l'économie mondiale. Quelle place pour la Tunisie? D'abord, je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. Donc, moi, j'ai fait un doctorat en sciences de gestion dans une grande école française qui s'appelle Télécom et Management Sud Paris. C'est une école qui a une particularité, c'est que sur le même campus, il y a une école d'ingénieurs et une école de management. Et j'ai fait mon doctorat en cohabilitation avec l'Université d'Evry Val d'Essonne. Auparavant, j'ai fait un devoir en gestion et internationalisation des économies de l'Université de Sfax, où j'étais major de promo, et ma maîtrise en commerce international à l'IHS de Carthage. Et auparavant, j'étais donc major de Sfax et vice-major national, section sciences économiques et donc économie et gestion. Donc mon premier cours d'économie, je l'ai eu à 16 ou 17 ans. Et je pense que ça m'a marqué à vie. Mais pour des considérations d'opportunités professionnelles, j'ai, avec beaucoup d'hésitation et la mort dans l'âme, j'en discutais avec CHF tout à l'heure, j'ai abandonné le projet de faire un doctorat en sciences économiques et j'ai quand même fait un doctorat en sciences de gestion. Et je dirais que j'ai
retourné ma veste 2 fois. Une fois en retournant ma veste pour la science de gestion en sacrifiant les sciences économiques, et une deuxième fois en abandonnant la carrière académique pour rejoindre les banques européennes. Et je pense que c'est une source de richesse extrêmement importante que d'avoir la tête câblée comme un économiste, travaillant au jour le jour avec les banques et ayant vécu avec les banques européennes la crise économique et financière. Donc je suis aussi certifié en fondamentaux de banque centrale et politique monétaire de l'instance de formation continue des Nations Unies. Je suis également certifié en direction de grands projets par l'International Project Management Association, dont le siège est à Genève. Et donc je travaille sur le secteur bancaire et financier depuis très très longtemps. Et en moins de 4 ans, j'ai fait à peu près 80 passages de télévision pour analyser la situation économique en zone euro, en France et aux États-Unis. De ce fait, je suis beaucoup plus connu au pays du Golfe, malgré que j'ai pratiquement jamais mis les pieds, qu'en Tunisie. En Tunisie, je suis intervenu qu'en 2013 pour commenter la situation économique et financière. Vous avez peut-être lu mes articles à l'Économiste de Maghreb et un peu partout dans la presse électronique. Sans tarder, on va attaquer la première partie, en quelque sorte, de l'agenda, une économie mondiale en pleine transformation. Et puis, je vous parlerai un peu de la crise financière, je vous parlerai de la prochaine crise financière. En deuxième partie, on va parler un peu de projeter la Tunisie dans l'avenir, comment on va voir l'avenir de la Tunisie. Et puis, si vous voulez, je ne voudrais pas passer beaucoup de temps sur le constat de la politique économique actuelle, mais si, dans les questions, vous voulez qu'on y revienne, j'ai préparé des annexes pour l'illustrer. Première partie, une économie mondiale en pleine transformation. Dans les slides, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de graphiques. Donc essayez de suivre un tout petit peu ce que je vais vous dire. Ça, c'est l'état des marchés financiers lorsqu'il y a eu la crise financière. Les marchés financiers américains, CAC 40 en France, Japon, Allemagne, tout le monde a plongé au même moment. Également dans les pays émergents. Tous les marchés, donc tous les indices boursiers, ont plongé au même moment. Le constat est très très clair. La globalisation de l'économie a atteint des niveaux extrêmement avancés. C'est-à-dire que les marchés financiers, les investisseurs sur les marchés financiers sont tous liés les uns aux autres. Et dès qu'un mouvement de panique se forme sur un marché bien déterminé, tous les autres marchés suivent le pas. Un autre constat aussi au niveau des matières premières. Comme vous voyez, lorsqu'on prend pour indice 100 l'évolution des principales matières premières, vous voyez bien que l'indice des prix a particulièrement augmenté depuis 2002. Bien entendu, il y a quand même un constat, c'est qu'au moment de la crise, il y a eu une chute importante au niveau des indices du pétrole de Brent, et puis aussi une petite chute sur les indices de l'or, et puis ça a remonté. Pourquoi ? Parce que les acteurs économiques et les investisseurs sur les marchés internationaux, lorsqu'ils anticipent une baisse de l'activité, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'attendent à ce que le prix du baril ou la consommation du baril baisse. Et donc lorsque j'anticipe que la consommation du baril va baisser, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais anticiper le fait que la production va baisser, donc la consommation des entreprises qui va baisser. Donc ma confiance dans l'investissement dans le pétrole, elle va baisser. Donc je retire mon argent des investissements et des supports sur le pétrole. Mais après, c'est allé crescendo. Et c'est allé crescendo, on continue. Et ça a mis beaucoup de pression sur la croissance mondiale. Maintenant, sur le marché de l'or, eh bien, le marché de l'or, il a joué son rôle de refuge en dernier ressort, en quelque sorte. C'est-à-dire, après un moment d'hésitation premier au moment de la crise, en fait, l'or est devenu la seule véritable valeur de refuge pour les investisseurs lorsque les indices boursiers étaient au plus bas. Et il y a des constats simples à faire. D'abord, la Chine est devenue en 2012 le plus grand importateur d'énergie fossile et de produits derrière l'Union européenne des 27 et les États-Unis. La Chine est un très 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 grand consommateur de matières premières pour financer une économie en plein développement, voire même en surchauffe. Le baril de Brent resterait stable pour les perspectives autour de 108 $ le baril en 2014-2015, malgré que la production de l'Irak et de la Libye ont baissé, que la consommation de pétrole sera
de 92 millions de barils par jour en 2014, soit 1,4 million de barils de plus que 2013, et que les États-Unis ont produit en octobre 2013 plus de brut que ce qu'ils ont importé. Deux enseignements très importants à tirer d'ici. Le premier, c'est que... trois, je dirais. Le premier, c'est que le contexte sécuritaire a une influence extrêmement forte sur les marchés du pétrole et des énergies fossiles. D'où la référence à l'Irak et à la Libye. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que malgré que la consommation du pétrole augmente, le prix restera stable. Et ça, c'est un paradoxe que l'on trouve quasiment que sur les marchés des matières premières, et en particulier celui du pétrole. Et puis, les États-Unis ont entamé un plan de redéploiement énergétique puisqu'ils produisent de plus en plus de gaz de schiste et ils sont de plus en plus indépendants des pays du Golfe, et en particulier de l'Arabie Saoudite, en matière d'approvisionnement du pétrole. Et ça annonce dans les 20 prochaines années de très très grands changements géopolitiques au niveau de la région du Golfe. Parce que plus les États-Unis seront indépendants de leurs fournisseurs d'énergie, plus la politique étrangère des États-Unis va bouger par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc c'est un indicateur économique qui anticipe sur les changements géopolitiques majeurs. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est surtout sur le commerce international. Comme vous voyez, au moment de la crise, que ce soit au niveau des économies avancées, États-Unis, Japon, zone euro, l'Allemagne, la France, tout le monde a plongé. Et aussi au niveau des pays émergents, ils ont plongé mais beaucoup moins. Chine, Brésil, Inde et d'autres pays émergents ont tous chuté. Et aussi l'indice du commerce international a aussi chuté au moment de la crise. Donc, ça nous enseigne quoi? La crise s'est certes manifestée d'abord sur les marchés financiers, mais la crise n'est pas qu'une crise imaginaire d'indices qui ont monté, qui ont baissé à une vitesse trop forte en très très peu de temps. La crise, elle est réelle, elle est économique. Je dirais même que la crise est passée encore plus rapidement que ce qu'on aurait pu prévoir des marchés financiers vers l'économie réelle, puisque les indices boursiers ne sont que la matérialisation des besoins de financement auprès du public des grandes entreprises cotées. Et lorsque les entreprises cotées ont une chute dans leur perspective économique, en fait, leur valeur sur les marchés s'en ressent, et lorsque leur valeur sur le marché s'en ressent, leur capacité à s'endetter auprès des banques va baisser. Du coup, tout le monde s'aligne à la baisse, y compris l'économie réelle. Et l'économie réelle, c'est-à-dire aussi la capacité des acteurs économiques internationaux à échanger les biens et les services. Quelques constats quand même importants. Les États-Unis sont les plus grands importateurs du monde avec un déficit commercial de 790 milliards de dollars, soit 4,9% du PIB en 2012. Les États-Unis aujourd'hui sont endettés à hauteur de 16 000 milliards de dollars. C'est le pays le plus endetté du monde. La Chine est le plus grand exportateur du monde avec un surplus commercial de 230 milliards de dollars, soit 2,8 millions, soit 2,8% du PIB. Excusez-moi, il y a un M qui a glissé ici. L'Allemagne, deuxième plus grand exportateur du monde avec un surplus commercial de 240 milliards de dollars, soit 7% du PIB. La seule région du monde à avoir augmenté la valeur de ses exportations entre 2011 et 2012 est le Moyen-Orient et l'Afrique, de 13% et de 6% respectivement. Le déclin dans l'exportation des services commerciaux est généralisé et celle la plus sensible en Europe. Nous, en tant que Tunisiens, et là je vais un peu sauter à la deuxième partie qui va revenir à la première, lorsqu'on voit ces chiffres-là, on va dire, pour notre avenir, on investit sur quel pays? On investit sur quel échange? Avec quelle région commerciale du monde? Quelle est l'évidence que les chiffres nous obligent à considérer? Lorsqu'on nous dit que le commerce le centre de gravité du commerce international est en train de changer. Avons-nous, entamé les changements nécessaires dans notre façon et dans notre quantité et dans notre structure des échanges et dans nos partenaires en termes de commerce international? La question mérite d'être posée. C'est celui. Après, des activités, je vais parler par les banques centrales, j'aime bien, depuis le troisième trimestre 2007 jusqu'au deuxième trimestre 2013.
Le constat est que les principales banques centrales du monde, donc la Fédérale Réserve, la Banque Centrale Européenne, la Bank of Japan, la Bank of England, ont porté leur total actif du bilan de plus de 11% du PIB en 2007 à plus de 25% en 2013. Et en même temps, parallèlement à ce graphique, vous allez trouver dans les pays avancés les taux d'intérêt directeurs, combien ils ont baissé. Ils sont de 0. Au Japon, quasiment de 0,1%. Et vous voyez bien que les taux directeurs n'ont jamais été aussi bas de toute l'histoire, quasiment. Les pays émergents aussi, même s'ils sont sur des fourchettes de taux directeurs supérieurs à l'origine, ont beaucoup aussi baissé leurs taux. Les taux de détention des dettes publiques par les principales banques centrales, Bank of England 28% des dettes publiques, Federal Reserve 21%, Bank of Japan 17% et la Banque Centrale Européenne 2%. C'est là où on est en train de se dire, mais les grands pays industrialisés, comment ont-ils essayé, ou comment sont-ils en train d'essayer de sortir de la crise? C'est justement en baissant au maximum les taux d'intérêt, en rendant le crédit le moins cher possible, pour injecter le maximum de liquidité dans l'économie, chez les banques. Les banques ont plus de capacité de crédit, et donc là où les entreprises qui n'arrivent pas à s'endetter sur la bourse, ou à avoir des cotations suffisantes, elles retrouveront une marge de manœuvre financière chez les banques qui leur offriront des crédits à moindre coût. Ils n'offriront pas uniquement qu'aux entreprises, parce qu'il y a des secteurs clés qui jouent le rôle de locomotive dans l'économie, comme le secteur immobilier. Vous savez très bien que la crise financière aux États-Unis a débuté par un crash immobilier. Et donc, les ménages qui étaient incapables de s'endetter, maintenant avec des taux d'intérêt extrêmement faibles, sont désormais capables de le faire, avec une politique économique et politique monétaire expansionniste. On parle notamment aux États-Unis de la politique de quantitative easing, ou quantitative easing, c'est-à-dire une injection. La Banque centrale, la Fédérale Réserve, ce qu'elle fait, c'est qu'elle achète, elle émet des T-bonds, c'est-à-dire des bons du trésor, des reconnaissances du dette, et elle achète sur le marché ce qu'on appelle des MBS, des Mortgage-Based Securities, c'est-à-dire des titres adossés à des emprunts de chez les banques. Donc comme ça, en fait, la Fédérale Réserve, et ça c'est la technique qui a été utilisée par la plupart des banques dont la taille des actifs a beaucoup augmenté, c'est de se prendre une partie des dettes du marché dans son propre bilan. Ce que la Banque Centrale Européenne refuse de faire. Ok ? On reviendra à cela parce que c'est l'annonciateur de la prochaine crise. Alors, lorsqu'on regarde un peu les politiques monétaires, on essaie de situer un peu. Vous voyez bien qu'il y a des politiques extrêmement, en quelque sorte, expansionnistes. Ok ? Il y a des politiques un peu conservatrices, et puis il y a d'autres types de politiques. J'y reviendrai, je ne resterai pas très longtemps sur ce slide. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a constaté que les banques ont été défaillantes dans leur contrôle, lorsqu'on a considéré que les marchés financiers n'ont pas joué leur rôle, lorsqu'on a considéré que la capacité de financement de l'économie était bloquée, eh bien on a renforcé l'attirail et le bagage législatif pour contrôler les banques. Donc de nouvelles normes internationales ont pris naissance ou ont été renforcées suite à la crise, comme les normes de Bâle III. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je discute avec des banquiers tunisiens, je leur dis, il ne faut plus regarder Bâle II, il faut tout de suite regarder Bâle III. Mais non, mais il ne faut pas passer par Bâle II, etc. Mais vous n'avez rien compris. Parce que la logique même de Bâle III, la définition même des concepts, et là les chercheurs me comprendront très bien, la définition des concepts a changé en Bâle III par rapport à Bâle II. Donc Bâle III, c'est comme si on a fait table rase du passé et on a reconstruit. D'accord ? Donc, dans Bâle III, on a des exigences en termes de liquidité supplémentaires qui n'existaient pas dans Bâle II. On a aussi une répartition des coussins de sécurité, en quelque sorte, pour les banques, pour garantir que les banques ne fassent pas faillite, qui sont beaucoup plus contraignants. Et il y a aussi des méthodes de calcul, des risques inhérents aux crédits qui sont prises par les banques qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, il n'y a pas que Bâle III, il y a Bâle III, les normes de liquidité, les normes de Capital Adequacy Directive, donc aux États-Unis. Il y a le Dodd-Frank Act
aux États-Unis, il y a tout ce qui est règles, tout ce qui est lutte anti-blanchiment, il y a le Single European Payment Area pour la réglementation des paiements uniques en Europe, etc., etc. Donc il y a tout un panel de nouvelles réglementations qui sont en train de structurer ou de restructurer le paysage bancaire et financier dans le monde entier. Et ça finira par arriver chez nous. Donc, une révolution réglementaire, mais il y a aussi des performances économiques globales qu'il convient de constater. Je vais commencer d'abord par le chômage. Vous voyez bien que le chômage a été à un moment donné dans les niveaux moyens de 10% pour des pays comme l'Espagne, le Portugal, la France, etc. Et là, après la crise, ça a complètement décalé. Le seul pays où ça reste un peu maîtrisé, c'est en Allemagne et aux États-Unis. Aussi, au niveau de l'inflation, vous voyez bien qu'en fait, on parlerait même de situation déflationniste dans les pays qui sont en crise, puisque la Banque Centrale Européenne, par exemple, maintient des taux d'inflation proches de 2% coûte que coûte, et qu'en fait, les États-Unis maintiennent leur politique de quantitative easing tant que le niveau d'inflation n'a pas dépassé les 2%. Et il y a aussi, donc, au niveau de la croissance, donc tout le monde a souffert au niveau de la croissance dans le monde entier, mais les perspectives restent globalement positives. Là, je vais faire un petit arrêt sur la question du coût de travail. Et là, sur le coût du travail, vous voyez bien qu'en Europe, le seul pays qui, en termes de coût du travail, reste un peu maîtrisé, indistant en 2000, c'est l'Allemagne. Tout le reste des autres pays, leur coût de travail a augmenté jusqu'à la crise, et au moment de la crise, ça a complètement chuté. Notamment pour l'Espagne. Mais l'Espagne, c'est en train de remonter encore. Pourquoi est-ce que l'Espagne, ou des pays comme la Grèce, ont leur compétitivité et coût du travail est en train d'augmenter en ce moment? Parce que lorsqu'ils ont souffert de la crise, ils ont dû mettre en place des processus d'ajustement à la baisse des salaires. Et lorsqu'ils ont mis des processus d'ajustement en baisse des salaires, lorsque les privés et le public ont été obligés pour des questions de coût de virer des gens, leur compétitivité prix a augmenté. Et donc leur capacité à exporter a augmenté. Et donc on voit par exemple que les exportations en Espagne, au bout de 3 ans, ont augmenté de 400%. Des pays comme l'Espagne et la Grèce, aujourd'hui, qui ont un déficit budgétaire abyssal, ont des capacités d'exportation tellement fortes qu'elles arrivent à mettre en place, qu'elles arrivent à enregistrer des surplus dans la balance commerciale. Et donc, en fait, le fait que les salaires sont en train de réaugmenter veut dire qu'en fait, on a gagné en compétitivité et on peut se permettre d'augmenter les coûts. Une autre crise en gestation, eh bien, moi je m'amuse beaucoup avec mes amis de France 24 notamment, je leur dis, lorsque vous m'invitez, c'est qu'il y a certainement un problème. Et il y a parmi mes amis qui me disent, Achraf, on va t'appeler le chat noir de l'écran parce qu'à chaque fois que tu annonces que des catastrophes, tu n'as jamais annoncé. Bon, enfin bon, le monde va comme ça, mais j'y peux rien, moi, c'est pas... Donc, le phénomène annonciateur de la prochaine crise, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est celui-là. Vous voyez les indices boursiers, les principaux indices boursiers des États-Unis, ils ont augmenté sur un an de 27%, 11%, 18%, 26% pour le Nasdaq 100. Sur 3 ans, ils ont augmenté de 52%, de 31%, de 40%, de 55%. Le même cas dans tous les autres pays. Et lorsqu'on voit les taux de croissance, 0,1% en 2012, 2013 1,8%, perspective en 2014 2,1%, 2,3%. Pour les États-Unis, ça ne dépasserait pas les 2,7% en 2015. Le constat principal, je ne vais pas aller plus loin, alors qu'en même temps, nous avons des taux d'inflation relativement faibles et un solde budgétaire qui est qui est négatif, et même très négatif. Qu'est-ce qu'on va faire comme constat? On va dire que le fait de pouvoir sauver l'économie en creusant les déficits budgétaires et en pratiquant une politique monétaire à très faible taux d'intérêt, en fait, elle n'a pas alimenté que, et surtout pas que, l'économie réelle. Elle a en grande partie alimenté la spéculation sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'en fait, la Fédérale Réserve, elle fait des sacrifices, elle émet des T-bonds, donc des dettes d'État, elle achète des mortgage-backed securities pour donner de la liquidité aux banques, et en fait, les banques et les investisseurs institutionnels derrière, ils n'ont pas utilisé cet argent-là pour financer l'économie et pour créer des emplois forcément. Ils ont aussi utilisé
pour boursicoter et faire des profits sur la bourse. Comment vous imaginez que des entreprises, alors on calcule comment le produit intérieur brut? C'est la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est la différence entre les inputs et les outputs. La valeur des inputs, donc dans la chaîne de production, l'output, la valeur de l'output tel qu'il a été vendu, moins les inputs qui ont servi à la création, plus les services autour, il y a la valeur ajoutée. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise soit cotée en bourse? Normalement, elle doit refléter dans la bourse sa vraie valeur, où elle est. En même temps, elle contribue à titre de valeur ajoutée dans l'économie. L'ensemble de l'économie gît 2%, oui, elle gît un taux d'accroissement de sa valeur de 30% sur la bourse. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Et ça, c'est annonciateur de la prochaine crise. Et la preuve qu'on n'est pas en train de dire n'importe quoi, c'est qu'au fait, je vous le taux de dette souveraine à 10 ans. Le taux de dette souveraine, c'est quoi? C'est à quel taux un État peut s'endetter sur le marché international. Nous voyons bien que pourtant ils font de la croissance et pourtant leurs indices boursiers font une croissance exponentielle, eh bien les États-Unis voient leur taux d'intérêt souverain, c'est-à-dire les taux auxquels le marché applique en fait lorsque les États-Unis émettent leurs dettes, les taux sont en train d'augmenter. L'augmentation des taux, elle traduit quoi par rapport au marché international, par rapport à un pays qui émet des dettes? Elle traduit une méfiance. Elle traduit des perspectives négatives à moyen et à long terme. Je suis un investisseur, je veux diversifier mon portefeuille. J'achète des actions, j'achète des obligations d'État, etc. Je diversifie avec des proportions bien déterminées. J'anticipe, nous les États-Unis vont prochainement avoir un problème. Ah, je n'achète pas la dette des États-Unis que si le taux est supérieur de temps. Voilà, parce que ça, c'est des taux qui se forment sur le marché. Ce n'est pas l'État qui émet les dettes qui impose les taux. Donc, tout ça, c'est annonciateur d'une prochaine crise de mon point de vue. Et je ne suis pas le seul, d'autres analystes le disent, et de toute façon, les chiffres le disent aussi. Donc, un cocktail explosif. Donc, c'est des stratégies massivement expansionnistes des principales banques centrales, des performances solides des marchés financiers, des performances faibles de croissance économique, inflation maîtrisée en zone euro, voire déflation et risques inflationnistes forts dans les pays émergents. En revanche, les pays émergents ont des risques inflationnistes en même temps. Et déficit chronique des soldes budgétaires, taux de la dette souveraine en hausse et taux directeur historiquement bas. Est-ce que les efforts consentis ont-ils alimenté la spéculation sur le marché? De mon point de vue, oui. Donc il y aura un retour du bambou. C'est la prochaine crise. Je ne sais pas, en termes de timing, je n'ai pas suivi. Je fais à moitié. Encore 15 minutes. 15 minutes encore. Très bien, je suis à mi-chemin. Je suis même en avance. Bien, alors deuxième partie. Maintenant, moi, dans cette première partie, ce que je voulais vous montrer, c'est dans quel monde économique est-ce qu'on vit. Et au sein de quelle politique économique, budgétaire et monétaire est-ce qu'on est en train d'évoluer. Je le disais tout à l'heure, Tunis ne peut pas aller dans le sens contraire de l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas le sens de l'histoire, de toutes les façons, vous allez risquer ou prendre le risque de prendre le sens contraire de l'histoire. Et pour un pays de 11 millions qui n'a rien, lorsqu'on voit des pays de 1,5 milliard, la Chine, l'Inde, qui prennent le chemin du sens de l'histoire, je pense que ça n'a aucun sens pour nous de prendre le sens contraire. Donc c'est bien déjà de connaître le sens de l'histoire. Maintenant, moi ce que je vais essayer de vous montrer, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le diagnostic de la situation économique. Il m'a rappelé qu'on pratique sur l'annexe quelques slides pour éventuellement répondre à quelques questions. J'ai 2 slides à vous montrer pour vous montrer l'erreur fondamentale que nous avons commise pendant ces 3 dernières années. Et puis derrière, je vais essayer de nous projeter dans la place de la Tunisie aujourd'hui. Qui m'a dit notre classement dans le Global Competitiveness Index, le classement de Davos en quelque sorte. Nous sommes un pays de moins en moins compétitif pour l'investissement et le commerce international. Ça m'a 2 index. On a le Global Competitiveness Index, qu'on a classé 32e en 2010-2011, on a classé 93e. Enabling Trade Index, le niveau d'intégration du pays dans le commerce international, on a classé 38e, on a classé 76e. وبعدين نشوفوا un autre index اللي هو l'index نتاع doing business اللي هو تبع الانترناشونال فاينانس كوربوريشن والبنك مونديال. Donc on est un pays de moins en moins attractif pour l'investissement productif et l'entrepreneuriat.
le classement interne en 2013-2014, la création d'entreprises, l'octroi de permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, etc. Donc un certain nombre de critères qui conduisent à la structuration de cet index, où malgré une bonne performance en 2011-2012, on était classé 40e, ben, en fait aujourd'hui on est classé 51e. De mon point de vue, ces indices sont souvent très critiqués, mais j'ose espérer que personne n'est payé pour faire nos classements. Ces classements sont faits sur les mêmes critères, on nous pèse sur les mêmes critères que les autres pays, donc moi j'ai tendance à y croire. Et lorsque je vois ces slides-là, moi je dis, va falloir faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas rester là. Nos concurrents, on est en concurrent avec d'autres pays qui attirent des investissements, qui attirent aussi l'attention des grands financiers internationaux. Nous devons nous positionner de manière différente et chercher un autre équilibre pour sortir de la situation où nous sommes. L'autre élément avec lequel j'ai arrêté en 2013, dans les radios, pour dire la notation risque. Attention, la notation risque. S'il y a cette affaire, avec qui j'ai eu un débat houleux le 25 septembre sur France 24, il m'a pris de haut, il se prenait par un prix Nobel d'économie, enfin bon. On a corrigé le tir le 2 mars, puisque Takat m'a invité à débattre avec lui face à face à Paris, et j'ai eu le plaisir de recroiser le faire avec lui. On était beaucoup plus posé, heureusement. Le mois de mars 2013, il sortait dans la presse pour dire on s'en fout des notations risques. Les investisseurs, ils se foutent de la notation risque. Ils regardent les fondamentaux du pays, ils viennent discuter avec nous. Ou au mois d'octobre, lorsqu'il savait qu'il allait quitter son poste et que en fait, la loi de finances était extrêmement contestée, la loi de finances 2014, il disait attention, notre sortie sur les marchés financiers va être compromise parce que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté à cause de la notation risque. Au moins, c'est bien de former en dehors des facultés de sciences de gestion des ministres des Finances à l'économie. Donc, lorsque je regarde Ahna, on est noté avec quel pays, je me dis, un pays qui m'attend, qu'est-ce qu'il a en commun avec l'Angola, le Suriname et le Salvador? Qu'est-ce qu'il a en commun avec Chypre et avec le Lesotho? Le Lesotho, c'est un petit pays au milieu de l'Afrique du Sud. Ahna, on est noté qu'il faut. Donc, Ahna, il y a 1 an et demi à peu près, on était noté pratiquement comme le Portugal en situation de crise. Et je pense, j'ai le souvenir qu'à un moment donné, le Portugal, on était, par rapport aux grands financiers internationaux, on était, mais Aziz qui confirme, on était mieux confirmé, parce que Mohamed Aziz a écrit un article dans Huffington Post Maghreb sur la notation risque, et un papier très intéressant que je cite volontiers. Merci de placer Tunis pour venir. Donc, on était plus compétitif que le Portugal. Et la semaine dernière, j'étais au Portugal. J'étais ce week-end au Portugal. J'ai fait Lisbonne, j'ai fait le sud et Lisbonne. Lorsque tu vois l'infrastructure, etc., tu te dis un pays en Europe qui est en pleine crise, mais tu vois l'infrastructure et l'investissement, etc., on part de loin. On part de loin. Il a beau être en crise. Il y a des manifestations tous les jours. Et il y a des pneus brûlés dans les rues tous les jours. Mais lorsqu'on se déplace au centre de Lisbonne, on fait un constat qualitatif qui est sans appel. Donc, مانيش نطول برشا في السلايد هذايا، توا نحب نحكي لكم على comment on pourrait projeter l'économie tunisienne dans le monde. Je vais introduire mon propos par des éléments théoriques. On sait très bien dans la littérature qu'on ne peut pas gagner sur tous les plans. Il faut ou privilégier la croissance et le chômage, ou sacrifier l'inflation. Entre la croissance, le chômage et l'inflation, il va falloir sacrifier un des trois. On ne peut pas faire le max dans tout. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai pris les performances de pays que je considère opposables au cas de la Tunisie. J'ai pris le cas de la Tunisie, 2010, 2011, 2012, حتى les prévisions 2014, les points rouges. Où j'ai pris d'autres pays,
qui pour moi constitue un benchmark intéressant. J'ai pris l'Inde, la Turquie, l'Égypte, le Brésil, la Jordanie, il y a constamment comparé. La Chine, la Corée du Sud, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre. D'inflation, premier point, très faible, et des niveaux de croissance négatifs en crise. L'Irlande vient juste de commencer à faire du positif. Et d'ailleurs, c'est le premier pays qui va sortir de la crise en quelque sorte. D'ailleurs, je l'avais annoncé sur un plateau télé il y a 2 ans. Je leur ai dit, moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas l'Irlande. Pour moi, l'Irlande, c'est un pays qui a fait des choix intelligents en termes de politique économique pour sortir de la crise. Ce qui m'inquiète, c'est l'Espagne. Parce que l'Espagne, elle pèse 12% de l'économie européenne. Ce qui me préoccupait aussi, c'était l'Italie, et j'avais raison, parce que l'Italie est un pays archaïque, pour mettre épais comme en termes d'administration publique, en termes de fonctionnement. Il est encore plus archaïque que la France, pays que je connais très bien. Donc la Tunisie, vous voyez qu'à part 2011, on a fait une année exceptionnelle, on fait plus ou moins du surplace en quelque sorte. Il n'y a pas de politique économique. Parce qu'en fait, si j'avais fait un peu plus d'efforts, mais ça aurait complexifié le graphique, Rani Noiri comme un peu la politique économique de la Corée du Sud, Noiri comme la politique économique de la Chine, Noiri comme en tout cas où la suite des points au Rabazan. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la planification, les gens savent où ils vont. On est en train de faire du gribouillis, je dirais. Mais il n'y a pas de désespoir à avoir. Et là, pour moi, il faut planifier les prochaines étapes. Les prochaines étapes, il faut que la Tunisie puisse, en quelque sorte, réaliser une croissance de 6,5-7% dans une première phase sur 10-15 ans pour ramener le chômage et en fait rester dans des niveaux d'inflation, je dirais 4-5%. On doit l'accepter. Pour réaliser de la croissance et créer de l'emploi, on doit sacrifier en quelque sorte l'inflation. Ça, c'est la première étape. Une fois on a atteint nos objectifs, c'est-à-dire de manière stable, sur 2 ans, à peu près, on a 6,5-7% de croissance, plus les 5% d'inflation, plus le graphique téni, la croissance plus le chômage, et les mêmes pays concentrés au même endroit, on fait du surplace, en fait, une croissance de 6-7% avec un niveau de chômage à 10%. En fait, c'est ça l'objectif. Je fais une croissance à 6,5-7, je m'autorise un taux d'inflation de 5 pour atteindre la barre des 10% de taux de chômage. Une fois que j'ai atteint ces 3 objectifs, je change de stratégie. Je change de stratégie pour me ramener dans la constellation des pays, je dirais, développés, voilà, sur un sentier de développement appelé émergent. Donc, je parle d'un cycle de 10 à 15 ans ici et d'un cycle de 10 à 15 ans. On peut faire mieux, on peut faire plus vite, mais on peut faire aussi plus long. Ça, c'est un peu le sentier de développement que l'on pourrait proposer, une trajectoire que l'on pourrait proposer à la Tunisie. D'accord ? Aussi, lorsqu'on compare l'inflation et le chômage, comme vous voyez, les mêmes pays, le constat il est évident. Là aussi, encore une fois, une première cible avec 10% de chômage et à peu près 4 à 5%, entre 4 et 5% d'inflation, on partit dans un sentier qui nous rapprochait un peu de la Corée du Sud. Je vous rappelle que la Corée du Sud, dans les années 60, avait quasiment les mêmes indicateurs économiques que nous et qu'eux, ils ont pris leur envol. Aujourd'hui, on ne peut pas nous comparer à Singapour ou à la Corée du Sud. En termes de benchmark sur les indicateurs économiques, on doit quand même s'appuyer sur eux pour avoir une référence. Si on n'a pas de référence et de repère, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. C'est sûr qu'on doit construire notre propre modèle économique. Mais il faut avoir des références. Aussi, il y a la question du déficit et de l'endettement public. J'ai pris là en plus, c'est exactement toujours les mêmes pays qui mettent Tunis et zigzag ici, dans la zone un peu négative. On est sur un sentier dangereux puisque on va s'approcher du 10%. Et puis voilà, le sentier c'est de ramener le déficit à des niveaux acceptables tout en restant à 60% du PIB en termes d'endettement public. On partit de choya, à 50 ou à 45% au maximum, mais avec un déficit budgétaire qui ne dépasserait pas les 3%. Donc, cet exercice très très simple, il permet de faire quoi? De dire voilà la trajectoire que l'on proposerait à
à l'économie tunisienne, à l'ensemble des acteurs politiques et économiques. Yassi dit, donnez-vous 10 à 15% pour ramener le chômage à 10% et la croissance à 6,5-7%. Ou parti, donnez-vous 10 ans, 15 ans pour ramener le chômage à 6%. Vous allez me dire 6%, je sais pas, 6%. Vous savez le taux de chômage au Brésil est combien? Il est 5%. Vous savez le taux de chômage en Inde il est combien? Il est 4%. Le taux de chômage en Chine il est combien? Il est 4%. Ils sont 1,5 milliard. On est 11 millions. On ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire? On est chauvin dans les médias, ou le carrefour des civilisations, etc. Ou on veut laisser des ambitions, on va les mettre. Non, il faut avoir une vraie ambition. Mais avoir une ambition sans avoir un plan de route, ça n'a aucun sens. Et là, moi, ce que je propose ici, c'est un plan de route pour y arriver. Là, c'est le déficit et la croissance. Également, c'est exactement le même constat que je fais et avec les mêmes indicateurs. Bon. Donc, je vais passer rapidement. Lesquels maintenant, vous allez me dire, bon, bah, c'est très bien, vous dressez des objectifs à long terme, vous parlez de 10-15 ans, etc. Mais bon, on est quand même un pays compliqué, il y a beaucoup d'intervenants, il y a des acteurs dont les intérêts sont complètement contradictoires, voire conflictuels. Comment est-ce que vous comptez y arriver? Eh bien, il y a une méthodologie pour transformer le modèle économique de la Tunisie, je le propose ici. C'est d'abord, on a un stream de transformation du modèle économique, c'est-à-dire une tâche première, celle de transformer le modèle économique. Ça commence par quoi? D'abord par avoir des ambitions économiques à horizon de 2030-2050, en termes de diagnostic, d'attente et de levier. Les partis politiques, les intervenants, les universitaires doivent être impliqués dans un grand débat national sur la Tunisie en 2030-2050. Je vois l'objectif interne, d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Vu la situation de l'économie tunisienne et du paysage politique tunisien, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur nos objectifs pour l'année suivante. Mais j'ai bon espoir. Nous, autour d'une table, les acteurs seront tous d'accord sur des objectifs convergents en 2030-2050. J'ai bon espoir. Okay? Donc, une fois qu'on a défini en fait les ambitions à 2030-2050, on définit une cible économique détaillée, c'est-à-dire les indicateurs importants. Attache croissance, etc., avec des jalons à 5, 10, 20, 30 ans. Ou tout en anticipant les facteurs de blocage. À 5 ans, on va avoir tel type de difficulté. À 10 ans, on va avoir tel type de difficulté. On l'anticipe, dérouler les plans opérationnels de transformation. Il ne suffit pas d'avoir des indicateurs. Il faut mettre en place des plans d'action pour y arriver. Et les plans d'action pour y arriver, il faut les dérouler secteur par secteur. Tout en impliquant le privé. L'État tunisien ne peut plus prendre en charge tout le travail. Il va falloir impliquer les privés, il va falloir réformer la législation, etc. Définir les modalités aussi et les moyens d'accompagnement, c'est-à-dire que l'État, lorsqu'il investit, il implique les privés, etc. Il doit se dire, je dois me doter de quelles ressources, quelle est ma nouvelle structure. Ça peut inclure des organisations ou des réorganisations. Ça doit aussi inclure des transformations des systèmes d'information de l'État tunisien, en partie ou en totalité. Donc, tout ça, c'est les plans d'action. Mettre en œuvre les plans de transformation. Maintenant, pour qu'il y ait les plans d'action, on a des objectifs communs, on doit le peuple arabe nous dire. Étant donné que nous, on est un pays compliqué, ou que moi, je dis تدخل الإدارة ولا المؤسسة عموميا ولا الجامعة وتقول لهم voilà, je vais transformer ou je vais faire une réorganisation, etc. Lever le bouclier. حتى حد ما يحب يبدل الكوتيديان نتاعو. Ou d'ailleurs, très souvent, on trouvera des gens dans toutes les administrations qui préfèrent que tout le monde coule. Que eux, ils font un effort. Ils disent que si on coule le col, finalement, on y rabat. Mais là, je ne changerai pas mon quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par une méthode très transformée. Un service bien déterminé où je mets en œuvre une transformation à tout le temps. Je compare les indicateurs les indicateurs des services. Ça deviendra une évidence pour les autres de devoir être raccordés à la locomotive. Et donc, c'est que le secteur économique, c'est que l'IDA, ou c'est que le manque où on doit réformer, on doit créer un prototype qui sert d'exemple de réussite pour les échecs autour, voilà, pour les sous-performances qui sont autour. Et ça, c'est une démarche, je pense, intelligente qui pourrait j'ai vu faire dans des grandes institutions financières internationales où il y avait une vraie résistance au changement et où, par le prototypage, on a réussi à casser les peurs
On a pu casser aussi la rigidité organisationnelle, etc. Je pense que ça peut marcher pour la Tunisie. Aussi, il faut impliquer, encadrer et mettre sous pression les acteurs. On a quand même des syndicats, il va falloir négocier avec eux, il va falloir aussi jouer avec eux un peu au bras de fer, il va falloir gagner. On n'a pas le choix. Après, il va falloir pérenniser la transformation, c'est-à-dire mettre en place des indicateurs de progrès transparents et publiquement partagés, c'est-à-dire que التداول على السلطة ما يلزموش يحجب لو فات انه الناس كل متفاهمين انه ثم ان اوبجيكتيف وانه كل واحد وقت يخرج من السلطة يقول فوالا اه دي انديكاتور هاني خليت. Est-ce qu'on est sur le sentier de la croissance, du développement qu'on s'est fixé الكل مع بعضنا والا لا؟ باش يجي بعده على الاقل اذا كابل. لكن vous savez très bien qu'il y a une forte perméabilité du monde politique et du monde économique. Donc, de dresser des objectifs économiques comme ça peut être extrêmement théorique et ça ne sert à rien. Donc, il va falloir créer un autre stream qui est le stream de mobilisation politique. Et le stream de mobilisation politique consiste d'abord à avoir un consensus politique national à les ambitions économiques en 2030-2050. Secondo, lors de la campagne électorale des différents partis, que les programmes électoraux des uns et des autres, dans le cadre de l'ambition, de constitutionnaliser les droits et les devoirs. À chaque fois que l'économie tunisienne il faut faire une